Hello ho! Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pêle-mêle et cette fois-ci c'est dédié aux mangas. Donc tous les mangas que j'ai pu lire au cours de ces longs derniers mois, on a un peu de retard. Et on commence avec Blue Exorcist, les tomes 28, 29, 30, c'est très bien. A priori c'est l'arc final, même si au vu du dernier tome, on se demande si c'est vraiment l'arc final. En tout cas il y a une grosse prolongation qui va se jouer. C'est pas mal du tout, on sent que l'autrice est à fond dedans, en termes de dessin, en termes de carabending, en termes de carabonding aussi, au niveau du renforcement des liens entre différents protagonistes, notamment les protagonistes principaux, mais aussi les protagonistes secondaires qui ont le droit à quelques ébauches, à quelques focus qui font plaisir à voir. C'est ce qui permet de donner substance, de donner vie à l'univers. Et clairement, l'univers de Blue Exorcist est un très bon lore dans lequel je me plais à m'immerger depuis très longtemps maintenant. J'ai pas grand chose à redire. Alors effectivement, il y a quelques poncifs shonenesques qui ressortent, mais pour peu que ça soit bien amené, pourquoi pas. Dans tous les cas, je suis de la partie et j'ai grand hâte de voir ce que Kazuhiko Kato nous réserve. Black Butler, les tomes 33 et 34, très bien. On est sur un arc potentiellement final. On a terminé l'arc du sanatorium avec Baldroy notamment, qui a été très bien développé. On a eu son origin story assez touchante. On a toujours la même plume très élégante, très sophistiquée de l'autrice qui fait sensation. Et avec un retour au premier plan d'arc qu'on aurait pensé vraiment enterré pour de bon. Mais non, ces cadavres ambulants du Campania reviennent à la surface d'une manière qu'on n'attendait pas forcément. Et clairement, Undertaker et son petit poulain sont les Nemesis stars de cet arc. Et en parlant d'arc, on en aborde un nouveau, celui de l'orphelinat de Norfolk, avec là aussi un retour de certains protagonistes qu'on avait plus ou moins oubliés. Si je vous dis le circuit noir, la troupe noire, est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? En tout cas, ça fait plaisir à voir. On va avoir Snake et Finny notamment qui vont être mis au premier plan. Pour l'heure, je suis absolument immergé dans la trame. Rihanna Toboso mène sa barque comme elle l'entend et de manière très maîtrisée. My Hero Academia, les tomes 36, 37, 38, 39, 40. Donc clairement, on est sur l'arc final. Il ne manque qu'un tome pour conclure l'aventure. Cette dernière bataille, dans l'ensemble, fut réussie. Kohei Horikoshi a à cœur de donner tout ce qu'il a pour conclure son œuvre. Et ça se voit, notamment au niveau des dessins, c'est vraiment magnifique. Il y met tellement d'attention que certaines planches sont vraiment dignes d'œuvres d'art. Que ça soit dans les détails, dans les perspectives, les différents angles, la pagination, l'agencement aussi, c'est vraiment du très bon boulot. Après, en termes d'écriture, il y a du bon, il y a du mauvais. Autant certains personnages secondaires sont mis en avant et ça fait plaisir, autant d'autres le sont moins, voire pas du tout. Je dirais que le principal problème avec cet arc final réside surtout dans son manque de dramaturgie, notamment eu égard aux héros, donc aux gentils entre guillemets. Autant au niveau des Nemesis, ça a l'air d'être correct, voire très correct. On sent vraiment l'aspect réaliste, fataliste qui découle d'une guerre en bonne et due forme. Autant pour les héros, il y a malheureusement ce poncif shonen qui fait que l'auteur n'a pas spécialement envie de tuer qui que ce soit et du coup ça devient très, voire trop prévisible. Quand on annonce une guerre sanglante, sans merci et que bon, quasiment tous les gentils, si ce n'est tous les gentils, survivent, bon, forcément c'est compliqué d'y croire, c'est compliqué de s'immerger en termes de crédibilité. C'est pas forcément ce qui va causer la débâcle d'un manga, parce qu'encore une fois, en termes de shonen neketsu, c'est la base. Il y a énormément de mangaka qui choisissent de respecter cette règle. Mais dans le cas de My Hero Academia, ça se ressent particulièrement et c'est dommage. Donc du coup, ça devient très prévisible à cet égard. Et en ce qui concerne la confrontation finale entre Izuku et Shigaraki, autant vous dire qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que ça vire dans une dimension psychique, spirituelle, métaphysique. Donc c'est pas vraiment un combat final en bonne et due forme comme on pouvait s'y attendre, mais c'est plus une sorte de duel de psyché. Pourquoi pas? On voit où veut en venir Kohei Horikoshi, mais c'est difficile de s'immerger pleinement dedans. Quoi qu'il en soit, en termes d'événements et en termes de hype, Kohei Horikoshi est tellement doué qu'on se retrouve tout de même avec des scènes épiques, iconiques, qui, à n'en pas douter, en anime, si bien adaptées, seront légendaires. Que dire du coup des scans et de la fin de My Hero Academia? Dans l'ensemble, j'ai été satisfait de cette œuvre qui m'a accompagné pendant de nombreuses années. Pas mal de personnages ont eu des développements à la fois touchants et à la fois reconnaissables, aussi bien dans les qualités que les tares. Je pense notamment à Eiji Todoroki, aka Endeavor, mais aussi Katsuki Bakugo. Je trouve ça bien d'avoir exploré cet aspect-là, de montrer que malgré le fait qu'on choisisse une voie bien plus humaniste, bien plus morale, bien plus éthique, les torts causés demeurent et on ne peut pas les effacer comme ça d'un coup d'ardoise magique. Il faut vivre avec, il faut faire acte de rédemption jusqu'à la fin de ses jours. Même constat au niveau des Nemesis. Ce que j'ai apprécié, c'est que Kohei Horikoshi développe vraiment leur psyché, leur motivation, leur donne même des
allure relativement shonenesque. Certains méchants peuvent être comparés à des héros qui ont clairement mal tourné parce qu'ils étaient parias et parce que la société les a tout bonnement abandonnés. Encore une fois, c'est dommage que la dramaturgie du côté des héros n'ait pas été de la même ampleur que la dramaturgie du côté des vilains. Ça aurait vraiment permis à cet arc final de se démarquer de la plupart des arcs finaux de shonen. Mais c'est pas très grave parce que dans l'ensemble, encore une fois, que ça soit au niveau de l'écriture, des protagonistes, du dessin, de la volonté de bien faire, My Hero Academia a quasiment coché toutes les cases. Ça fait probablement pas partie de mon top 5 shonen, mais j'aurais passé de très très bons moments avec Koi Horikoshi et l'ensemble de ses héros. Mirko du déchet. Hajime no Ippo, les tomes 128 à 137. Oui, il y a beaucoup de choses à couvrir. On aborde notamment les combats de Sendo versus Alfredo Gonzalez, Takamura versus Kate the Dragon, Mashiba versus Juan Garcia, et enfin Wally versus Ricardo Martinez. Absolument tous les combats sont récits, et évidemment, on parle quand même d'une sommité du manga de sport. Pour moi, Hajime no Ippo, c'est clairement le meilleur manga de sport ever. George Morikawa sait ce qu'il fait depuis un bon moment, quand même. Tous les combats sont vraiment épiques, et l'une des grandes qualités de Morikawa, c'est d'instiller un suspense et une tension quasiment continue. On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer, même si parfois on est quasiment sûr du résultat. Il parvient tout le temps, en termes de mise en scène, en termes d'ambiance, de nous faire douter. Et pour cause, parfois, certains gros combats du passé ont vraiment surpris, foutu plusieurs baffes dans la tête du lectorat parce qu'on ne s'attendait absolument pas à ce que ça se passe ainsi en termes de dénouement. Donc en fait, il a déjà prouvé qu'il pouvait surprendre le lecteur, la lectrice. Et du coup, on est toujours sur les qui-vive, ça marche très bien. Est-ce que j'ai un favori parmi tous ces combats? Sendo versus Alfredo, c'était quand même incroyable, sachant que Sendo est mon personnage favori derrière Takamura peut-être. Mashiba, encore un de mes personnages favoris contre Juan Garcia, quel combat. Vraiment, le développement de tous les protagonistes principaux de Hajime no Ippo est écrit de manière vraiment magistrale. George Morikawa a cette faculté à rendre humain, à rendre palpable toutes les émotions, tous les démons qui traversent nos différents héros. Dans tous les cas, un grand bravo à Hajime no Ippo. Si vous ne connaissez pas, si vous ne vous y êtes pas mis, si vous avez peur de vous y mettre parce que c'est très long, mettez-y-vous quand même. Pour moi, clairement, c'est le meilleur manga de sport à l'heure actuelle et je ne pense pas que ça va changer de sitôt. En ce qui concerne les scans, on vient de finir un combat incroyable et majeur en ce qui concerne Mashiba qui affronte un certain Marcus Rosario. Ce fut vraiment... Bon, sans spoiler, c'est difficile de s'exprimer, mais autant vous dire que j'ai été vraiment à mon summum de tension de semaine en semaine. Morikawa, vraiment, il a fait durer le suspense jusqu'au bout du bout, et ça aurait été éreintant pour les nerfs. Autant vous dire que c'est une joute qui restera vraiment dans les annales de Hajime no Ippo, dont on se souviendra à jamais, et vraiment, il me tarde de voir l'après-combat, du coup, comment ça va se passer pour la suite, et comment ça va se passer aussi pour le prochain gros combat, qui concerne notamment un certain Sendo. Quel manga. One Punch Man, les tomes 27, 28, 29, 30, on est en plein arc de l'association des monstres et que vous dire, en termes de dessin, bon bah comme d'habitude, masterclass de chez Masterclass, Yusuke Murata qui pour moi est le mangaka le plus talentueux en termes de dessin, d'action, en termes de shonen d'action, au niveau des angles, au niveau des perspectives, au niveau des postures, au niveau du storyboard, au niveau de l'aspect cinématographique du combat pur et dur. Pour moi, on fait pas mieux que Yusuke Murata. Pour cet arc majeur qu'est l'association des monstres, l'arc le plus long du manga pour l'heure, il est ultra inspiré. Et vraiment, c'est un plaisir que de suivre les différentes aventures de Darkshine, Tatsumaki, Master Marcel, Bomb, King, l'incroyable King, Garou aussi qui continue son arc de folie. L'une des grandes qualités de One Punch Man, c'est de mettre son protagoniste principal, à savoir Saitama, en arrière-plan la plupart du temps. Pourquoi? Parce que Saitama, on va le rappeler, parce que certains ont du mal à le comprendre, Saitama est invincible, indestructible, il explose tout le monde, et forcément, si vous le mettez tout le temps au premier plan, ça devient chiant, parce qu'il va défoncer tous les ennemis, et du coup, il n'y a pas grand-chose. Là, ce qui se passe, c'est que la plupart des protagonistes secondaires sont très bien développés, et du coup, on se retrouve avec des enjeux assez incroyables, vu que les méchants sont très puissants, effrayants au possible. Je pense notamment au cadre de l'association des monstres, qui nous réserve vraiment des moments d'horreur pure et dure, et c'est assez touchant de voir tous ces héros tenter de surmonter leurs démons, dépasser leurs limites, pour vaincre des ennemis qui les supplantent de bout en bout. Est-ce que j'ai parlé de Tatsumaki, qui est incroyable? Tatsumaki, vraiment, elle a son moment de folie immensément satisfaisant. On voit également l'apparition d'un potentiel ennemi qui pourrait être le boss final de One Punch Man. Il en dirait pas plus, mais il a l'air
tout bonnement cosmique. Au niveau des scans, alors au niveau des scans, on est sur l'arc du village ninja. Et comment vous dire, on en est au deuxième redraw, donc la deuxième réécriture, sachant que la deuxième réécriture est apparue il y a peu, et elle a tout bonnement décidé d'effacer plusieurs mois de développement. C'est déjà arrivé par le passé, mais à ce point-là, c'est rare. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on a une deuxième réécriture majeure des différents événements, et je crois que c'est la première fois que cette réécriture intervient vraiment aussi tardivement dans le développement de l'arc. En soi, ce n'est pas une nouvelle chose parce qu'on avait constaté un manque de qualité comparé au précédent arc de l'Association des monstres, notamment au niveau des dessins, au niveau de l'inspiration. On sentait que c'était moins. En soi, ça m'avait pas forcément choqué vu que c'est un arc mineur comparé à ce qu'on a vécu avant. Je pense que Yusuke Murata et One, l'auteur original qui s'occupe de l'écriture, s'en sont rendus compte une première fois. Ils ont fait la première réécriture qui était effectivement meilleure que l'original. Et ensuite, deuxième réécriture qui, pour le moment, est très satisfaisante et on sent enfin que l'inspiration semble être revenue au devant de la table. Dans tous les cas, ce que j'arrête pas de dire, c'est que ça soit Yusuke Murata ou One, ce sont leurs œuvres, ils font ce qu'ils veulent. Nous ne sommes que tributaires de ce qu'ils dessinent, de ce qu'ils écrivent. C'est à eux de décider si ils veulent réécrire telle ou telle partie, et c'est également à eux de décider s'ils veulent prendre une pause de 2, 3, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. On rappelle que One Punch Man a un modèle très libre dans lequel Yusuke Murata et One décident de publier un chapitre quand ils le veulent. En ce moment, c'est une fois toutes les 2 semaines, mais ils pourraient très bien faire une fois toutes les 3 semaines, une fois tous les mois. Moi, dans l'idéal, j'aimerais qu'ils ne se mettent plus trop la pression et qu'ils sortent un chapitre quand c'est prêt et qu'ils arrêtent de se mettre des deadlines, parce que autrement, on arrive parfois dans des situations, notamment au niveau des shonen qui sont pré-publiés, je pense notamment au Weekly Shonen Jump, on arrive à des situations où les mangaka ont simplement envie de finir leur œuvre et vont bâcler du coup la conclusion, voire bâcler les derniers arcs. C'est arrivé à de nombreuses reprises. Du coup, voilà, j'ai absolument pas envie qu'on arrive à cette situation. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Murata et One ont décidé d'avoir ce modèle en ligne où les chapitres sont gratuits et où ils décident de publier un peu comme ils veulent. Je préfère vraiment ce modèle-là à un modèle où le mangaka est sous une pression constante avec des conséquences parfois dramatiques. Je pense notamment à ce qui s'est passé avec Hunter x Hunter, mais aussi à d'autres mangas phares. Si vous voulez faire une troisième réécriture, allez-y. Hein. Bon, ça m'arrangerait pas spécialement, mais faites comme vous voulez, c'est le mot-clé, comme vous voulez. Bon, du coup, il y a 3 mots-clés. One Piece, les tomes 105, 106, 105, 108, on en finit enfin avec l'arc de Wano. Ça aurait été un arc très long. J'ai été pas mal déçu par cet arc. Il y a pas mal de moments où je baillais relativement au corneille. Il y a pas mal de combats que j'ai trouvé assez insipides dans la mesure où je savais exactement ce qui allait se passer. Bon, le gentil gagne, voilà, comme d'habitude. J'ai pas trouvé ça hyper inspiré, notamment au niveau des combats secondaires. Et en ce qui concerne les enjeux majeurs, là, pareil, on parle quand même d'Ayonko. Et j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop facile d'en arriver là. J'attends de le relire d'une traite. Je me souviens que l'arc Skypiea, par exemple, j'avais été déçu au départ et quand je l'ai relu d'une traite, c'est beaucoup mieux passé. On aurait aimé aussi une meilleure dramaturgie. Il y en a une, mais en fait, le problème, c'est que la dramaturgie, c'est pas uniquement tuer des gens. C'est nous faire attacher à des protagonistes et ensuite avoir la dramaturgie sur ces personnages-là. Du coup, c'est ça qui va rendre l'impact considérable. C'est dommage, parce que c'est l'arc quand même le plus long de One Piece. Donc, oui. En revanche, on aborde l'arc Egghead. Je m'attendais vraiment à un arc léger. C'est pas du tout le cas. Il y a de gros éléments du lore qui sont abordés, de gros combats également qui sont abordés, qu'on n'attendait pas forcément. On a un personnage majeur qui fait son apparition. Surtout, au niveau du rythme, c'est vraiment réussi, c'est très fluide. De chapitre en chapitre, on apprend de nouvelles choses, des bons cliffhangers, les combats sont haletants, on a des ennemis qu'on n'attendait absolument pas qui débarquent avec fracas. Je pense que c'est potentiellement un arc qui pourrait être dans mon top 3 ever de One Piece. En ce qui concerne les scans, on en a fini avec Egghead, donc clairement Egghead masterclass, peut-être une conclusion relativement atténué, mais en fait pas tant que ça, surtout qu'on a eu une origin story, un flashback absolument... l'un des flashbacks les plus durs à lire de One Piece. Non, clairement, masterclass. On espère que ça va être la même chose pour l'arc suivant. Un arc très très important qu'on attendait depuis longtemps. Je parle évidemment de l'arc d'Elbaf, le pays des géants. Pour l'instant, c'est très très réussi. En termes de lore, on en prend plein la tête. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'on soit informé de révélations aussi croustillantes et aussi majeures, mais c'est le cas. Pour l'instant, on va dire qu'on en est peut-être au premier quart, mais c'est
incroyable, que ce soit au niveau des nouveaux protagonistes qui sont introduits, mais aussi au niveau des potentiels développements qu'on pourrait avoir pour tel ou tel membre de la Mugiwara Team. Je suis pour l'instant aux anges et j'ai bon espoir que cela reste ainsi jusqu'à la fin de l'arc. On en a encore pour quelques années peut-être. Jojo Lion, le tome 27, qui conclut donc la 8e partie de Jojo's Bizarre Adventure. Ce fut un amour doux amer, hein, clairement. C'est assez singulier ce qu'a essayé de faire Hirohiko Araki. J'ai plutôt aimé, donc là on est vraiment dans un aspect très romantique, tragique aussi de Jojo's Bizarre Adventure. Clairement il dénote, je trouve, par rapport aux autres Jojo's. Son problème c'est que peut-être qu'il n'est pas assez épique et du coup on se retrouve avec différents moments, différentes batailles, différents combats qui sont sympas à voir, mais on n'est jamais vraiment cramponné à notre chaise. Mais c'est pas tant dommageable que ça, d'autant plus que l'écriture en filigrane, l'écriture de romance qui subsiste entre les deux principaux protagonistes est vraiment très très belle. Après bon la patte Araki fait qu'on se retrouve avec des situations ubuesques qui sont incroyables d'un point de vue conceptuel. C'est juste que oui, il manque cette dimension épique qu'avaient les autres Jojo's. Que ça en fait mon Jojo's le moins apprécié? Clairement pas, dans la mesure où contrairement à d'autres j'étais vraiment dedans de bout en bout. Je regrette que certains focus n'aient pas été si développés que ça, mais dans l'ensemble quand même très très bon. Et puis le stand du méchant final quand même, quel stand de folie. Là pour le coup en termes de stand et en termes de dangerosité, c'est le haut du panier. Adieu Jojo, l'aventure aura été douce amère, mais quelle aventure. The Jojo Lands, les tomes 1 à 3, c'est la 9e partie de Jojo's Bizarre Adventure, la fameuse pierre volcanique. Pour l'instant j'aime beaucoup, peut-être l'un de mes meilleurs débuts de Jojo's. Très rapidement je suis rentré dans l'intrigue, très rapidement je me suis attaché aux différents protagonistes et pour une fois je trouve que Araki est très lisible au niveau des différentes mises en situation. Ça reste toujours aussi affolant d'originalité et de créativité, mais là j'arrive à m'y retrouver et j'arrive à comprendre ce qui se passe, ce qui n'était pas forcément le cas des précédents Jojo's Bizarre Adventure, des précédentes parties, en tout cas à partir de la 4e partie ou 5e partie. Là pour le coup je trouve que c'est plus fluide que d'habitude. J'ai hâte de voir où ça va nous amener ces aventures, mais pour l'instant c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup ce concept d'item de relique qui amène la fortune à soi d'une manière ou d'une autre, avec des événements parfois qu'on n'anticipait pas forcément. Ça fait plaisir à voir et surtout c'est incroyable de constater que Araki a une énergie créative vraiment. C'est quand même fou de proposer autant de nouveautés et de concepts au bout de plus de 100 tomes en fait, hein. Si on conjugue toutes les parties, un grand bravo. Dragon Ball Super, les tomes 20-21, ça couvre le film Dragon Ball Super Hero et c'est pas mal du tout. Alors on pourrait être déçu par le fait que ça adapte un film qu'on a priori déjà vu, mais ça aborde quand même les choses sous un angle un peu différent et la patte de Toyotaro fait tout de même plaisir à voir. Un élève émérite de feu Akira Toriyama, même si on connaît les tenants et aboutissants de l'histoire, ça reste quand même très sympa à voir d'un point de vue manga. Et du coup en termes de pur storyboard, en termes de pur dessin, c'est très réussi. Toyotaro fait un très bon boulot depuis quand même pas mal de volumes maintenant. J'ai bon espoir qu'il continue de rendre hommage à la saga Dragon Ball, même après le décès malheureux de Akira Toriyama. On verra bien ce que nous réserve la suite et du coup ça me permet de parler des scans. Alors les scans, avec ce qui s'est passé, on est sur une pause indéfinie, mais a priori Dragon Ball Super devrait reprendre. Dans tous les cas, je fais toute confiance à Toyotaro et sa maison d'édition pour rendre hommage à l'œuvre de Toriyama. En ce qui concerne les scans, c'est juste que ça termine l'arc super-héros et on a des petits embryons de ce qui pourrait se passer par la suite, notamment vis-à-vis de certains personnages qui pourraient revenir au devant de la scène. À voir, en tout cas c'est assez intéressant et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer à ce niveau-là. Qu'ils prennent tout leur temps et en espérant que Toriyama, là où il est, soit très fier de ce qu'il se passera par la suite pour sa saga iconique. Boruto, les tomes 17, 18, 19, 20, c'est la conclusion de Boruto et ce fut assez magistral, hein. Vraiment rien à dire sur cette conclusion qui vraiment enchaîne les gros cliffhangers avec des personnages majeurs tels que Delta, Eida, Daemon, Code aussi, et même Shikamaru, qui ont le droit à de gros moments, avec bien sûr ce binôme infernal Boruto x Kawaki sur le devant de la scène avec tout le lore Otsutsuki au-dessus. On a vraiment des très gros événements. Bon, je ne vais pas en parler là tout de suite, hein, pour pas spoiler, mais clairement en termes de cliffhanger, on est servi. Et surtout, on sent que la ligne rouge, la trame principale va quelque part, et vraiment ça a l'air très solide. D'où le fait que je sois satisfait de cette conclusion. En gros, dites-vous que Boruto, c'est
ce qu'est la première partie de Naruto en anime, et ça nous permet de venir à Boruto To Blue Vortex, qui est l'équivalent de ce qu'est Naruto Shippuden en anime, donc la deuxième partie de Boruto. Là aussi, on a une ellipse de 3 années cette fois-ci, au lieu de 2 ans pour Naruto, et pour l'instant, c'est très réussi, voire encore plus réussi que Boruto, dans la mesure où les différentes trames scénaristiques semblent vraiment affinées et maîtrisées. Là, pour le coup, on a vraiment l'impression que Masashi Kishimoto et Mikio Ikimoto savent exactement où ils veulent aller. On sent que tout est plus ou moins déjà figé dans le marbre. Ça donne cette impression de solidité scénaristique qui fait vraiment plaisir à voir. Et c'est parfait. Le personnage de Boruto, notamment, est incroyable. Il a connu un boost en termes de epicness, en termes d'aura, en termes de dramaturgie. J'ai jamais été très personnage principal, mais là, pour le coup, notamment avec To Blue Vortex, Boruto est en passe de devenir mon personnage favori, voire c'est mon personnage favori tout court. C'est vraiment très bon ce qu'ils ont fait avec Boruto. À voir comment la suite va se décompter, mais au niveau des nouveaux Nemesis qui arrivent, là pareil, c'est très maîtrisé. Il y a un aspect jojoien qui fait très plaisir à voir sur l'un d'entre eux notamment. Le fait d'avoir approfondi à ce point la psyché des Nemesis et leur potentiel développement fait que on a vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. On est vraiment rivé à nos sièges, on est rivé aux différentes pages des chapitres. C'est une masterclass. Alors évidemment, le rythme de parution mensuelle fait que il va falloir rayer un trait sur les personnages secondaires. Et ça, je pense que Masashi Kishimoto et Mikio Ikimoto l'ont compris. Contrairement à Naruto, où on avait raison d'être déçu eu égard au sort réservé par tel ou tel protagoniste secondaire. Là, pour le coup, le message envoyé, il est clair. Les personnages secondaires, bon, va pas falloir s'attendre à des merveilles. Mais en tout cas, au niveau des protagonistes principaux, on devrait vraiment en avoir pour notre argent. À voir comment l'anime changera la donne. Mais en tout cas, au niveau du manga, c'est ligne rouge, fil rouge et basta. Vinland Saga, les tomes 27 et 28. Donc, on est sur l'arc du Nouveau Monde. C'est très réussi, comme d'habitude, hein, de la part de Vinland Saga. On aborde une nouvelle ère, une nouvelle phase. On rappelle que Thorfinn a l'ambition d'instaurer une paix éternelle au regard des différentes guerres qui déchirent l'histoire humaine depuis la nuit des temps. Évidemment, c'est très compliqué, voire impossible à réaliser, même dans le Nouveau Monde où il y a tant à faire. Parfois, les aléas du destin font que tout devient beaucoup plus compliqué et beaucoup plus sanglant. Pour peu qu'on connaisse l'histoire avec un grand H, on se doute bien que ça ne va pas, hélas, se passer comme Thorfinn l'imaginait. Pour l'instant, ça en prend cette direction et c'est assez passionnant à lire. Assez dur aussi de voir une philosophie en tout point admirable se culbute à ce point à la cruauté, l'avidité, mais aussi la lâcheté humaine, la peur aussi de l'inconnu. Dans tous les cas, Makoto Yukimura sait où il va et depuis longtemps, depuis le premier tome, c'est l'un des scénarios les plus aboutis qu'il m'a été donné de lire, donc je vous recommande soit de vous y mettre tout de suite, soit d'attendre la saison 3, soit de regarder l'anime, mais en tout cas, regardez, lisez Vinland Saga, c'est une œuvre absolument incontournable, ne serait-ce qu'en termes d'humanisme. Dick Grayman, le tome 28, comme d'habitude, le problème de Dick Grayman, c'est qu'on a un tome tous les ans, voire tous les ans et demi, voire tous les 2 ans, du coup c'est très compliqué de se rappeler ce qui s'est passé avant, mais pas impossible évidemment. Là on est sur une origin story de Allen et Mana, avec tout ce qui va à côté, l'apocryphe, Néo, le conte millénaire, Cross Marianne, c'est très réussi. En termes de dessin, c'est vraiment magistral, c'est très beau. On sent résolument la patte de Katsura Oshino. Et même en termes d'écriture, on a vraiment l'impression qu'elle sait où elle va, malgré les grandes pauses entre chaque tome. Rappelons que l'autrice souffre de problèmes de santé depuis un bon moment maintenant, d'où cette parution très espacée entre chaque volume. Mais j'ai l'impression que, a priori, on devrait avoir la conclusion de Dick Grayman. Ça devrait bien se passer. Et petit à petit, l'arc final commence à se dessiner. Et il me tarde non seulement d'assister à cette conclusion, mais de relire de bout en bout Dick Grayman, qui est vraiment une œuvre quand même assez originale et assez marquante du shonen. Berserk, le tome 42, donc c'est le premier tome post-Kentaro Miura, rappelons que Kentaro Miura est hélas décédé, et du coup c'est l'un de ses compagnons, l'un de ses amis, Kujimori, qui reprend le flambeau avec l'ancienne équipe de Kentaro Miura. En termes de dessin, évidemment que ça change, mais en fait pas tant que ça. On retrouve quand même la patte Kentaro Miura, et surtout on a la sensation que tout le monde veut bien faire et tout le monde veut lui rendre hommage de la meilleure des façons qui soit. A priori, Kentaro Miura avait déjà imaginé la fin de Berserk dans les grandes lignes. Du coup, j'ai confiance, j'ai foi en cette nouvelle page qui se tourne et je pense que Berserk se terminera malgré tout, de manière très triste évidemment, mais les aventures de Casca, Guts, Griffith et compagnie devraient perdurer quoi qu'il en soit. En ce qui concerne ce tome 42, on se prépare à conclure l'arc de Elfheim et on en aborde à nouveau avec un événement très majeur qui vient d'arriver. Donc c'est vraiment un tome central et encore une fois qui a été réussi à tous les aspects, hein, que ce soit au niveau du dessin,
dessin, au niveau du storyboard, au niveau des différents dialogues qui s'instaurent entre les protagonistes, leur psyché également. J'ai bon espoir que les prochains tomes soient au niveau de ce qu'on pourrait s'attendre de la part d'une œuvre aussi iconique, aussi incontournable que Berserk. Hunter x Hunter, donc cette fois-ci on va parler des scans. Il n'y a pas eu de nouveaux volumes, mais les scans en revanche, on a eu 10 nouveaux chapitres sur la guerre de succession incroyable qui sévit à même le navire de la Black Whale. C'est juste fantastique. Objectivement, Hunter x Hunter, j'ai toujours trouvé que c'était le meilleur shonen ever. La qualité d'écriture de Yoshihiro Togashi est à mon sens inégalée. Il est capable de pondre des pavés vraiment très volumineux, mais absolument passionnant. On a limite la sensation de lire un roman en manga, et c'est juste fou furieux. Les différents protagonistes, que ce soit Hisoka, Chrollo, Bolodenov, les princes Alkenburn, Benjamin, Sierrechinich, le focus aussi sur Morina Prudo qui fait son apparition Beyond, le fils de Netero. J'ai appris récemment que Yoshihiro Togashi avait pour habitude de vraiment s'immerger dans la psyché de ces différents personnages en écrivant énormément de notes sur leurs ambitions, leur origin story, leurs hobbies, un maximum de détails, au point de parfois modifier l'histoire parce qu'il se met dans la peau de ce personnage et il se dit ah bah finalement c'est pas forcément ce que moi-même j'avais imaginé. Alors forcément c'est très long, mais on sent que la volonté de Togashi-san est toujours au rendez-vous malgré la maladie qui l'accable, et j'ai bon espoir que Hunter x Hunter finisse par se terminer un jour. Pour l'instant, l'arc de la guerre de succession est en plein boom, on est loin d'en avoir terminé. On sent quand même qu'on s'approche à la limite du troisième quart, voire du dernier quart, et ça va être absolument ahurissant ce qu'on va avoir en termes de cliffhanger. J'ai grand hâte d'avoir la suite, ça va être juste fou à tous les niveaux. Et c'est la fin de ce numéro de Pêle-Mêle, donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des lectures, des mangas, des nouveaux mangas à me conseiller, n'hésitez pas. Après, le problème, c'est que j'ai plus de place dans ma chambre. Je prends plus vraiment de nouveaux mangas. Je fais les nouveaux animes, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'au niveau des nouveaux mangas, tant que j'aurai pas vraiment une pièce totalement dédiée à la bibliothèque, ça va être très compliqué d'acheter de nouvelles œuvres, hélas. N'hésitez pas tout de même à me faire part de vos suggestions. Je suis évidemment ouvert aux recommandations. Ciao, à bientôt.